Bonjour, bonjour, je suis Lisa Poukine, je parle de ma passion, la couture, sur YouTube et je suis créatrice d'accessoires textiles sous le nom de Maman Poukine. Donc j'ai commencé une petite série sur le côté business de la création et aujourd'hui je vais vous donner 12 informations choquantes que j'ai apprises quand j'ai créé mon entreprise. J'ai créé mon entreprise il y a très très récemment, genre 2 mois. Je croyais tout savoir parce que ça faisait très longtemps que je faisais des recherches, que je faisais mûrir le projet dans ma tête. Un premier épisode est déjà publié sur YouTube sur tout ce qui est, comptabilité, des choses que je pensais, savoir et en fait, une façon spécifique de gérer enfin une façon spécifique de gérer sa compta est obligatoire, genre, sous peine de sanction et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas forcément. Donc je vous donne, rendez-vous sur cette vidéo, je vous mettrai le lien et aujourd'hui donc, 12 infos un peu en vrac, hein, certaines plus, choquantes que d'autres. Alors numéro 1. Il existe un plafond de 1 000 € au-delà duquel il est interdit de payer en espèces. Alors ça, c'est même pas, besoin d'être une entreprise, mais bon, j'ai jamais c'est pas tous les jours que je paye des choses qui coûtent 1 000 €, mais interdit de payer en espèces, plus de 1 000 €. Ah! Dis donc. Bon moi mes trucs, moi mes créations ne valent pas tant, donc il y a pas de danger. Dans la même catégorie, info numéro 2, il est interdit en tant que commerçant de refuser le paiement en espèces. Même les grosses coupures. Voilà, si on vous présente un billet de 500 €, ben, normalement, c'est interdit de refuser. Numéro 3, si un particulier vous donne ou vous prête de l'argent, comme ça arrive des fois quand on crée son entreprise, quelqu'un vous donne un petit coup de pouce, je sais pas, quelqu'un de la famille vous prête ou vous donne une petite ou une grosse somme d'argent pour vous aider à vous lancer, il faut payer une taxe pour ça. Je fais un petit aparté, j'ai oublié, de faire un disclaimer au début de la vidéo. Je suis pas du tout une professionnelle de l'entreprise, je suis simplement une entrepreneuse. Toutes les infos que je vous donne sont de sources officielles et sûres, c'est-à-dire les sites du gouvernement. Je vous mets tous les liens en barre de description et je vous invite à aller vérifier ces informations, et à leur validité. Parce que là, au jour où je vous parle, c'est comme ça, c'est quelque chose peut-être qui est amené à changer. Bon, c'est pas sûr que les choses, changent très vite dans ce domaine, mais voilà, je voulais juste préciser ça. Alors info numéro 4, c'est interdit de marger à plus de, x7. Alors c'est-à-dire marger à plus de x7, qu'est-ce qu'elle raconte? Disons que j'achète, imaginez mon activité c'est l'achat-revente, j'achète, bah tiens on va dire du tissu. Je l'achète à, 1 € le mètre et ben j'aurais pas le droit de le revendre à 7 € le mètre ou plus que 7 € le mètre. Parce que multiplié par 7, parce que c'est considéré comme de l'abus. Voilà, apparemment, les marges sont, contrôlées quand même. Je ne savais pas qu'il y avait que c'est, il y a ouais et la liste que je vous donne est non exhaustive, hein. Je pense que je vais continuer de découvrir des trucs et il y aura d'autres épisodes. Info numéro 5, il est interdit d'imposer, enfin de forcer les clients à acheter, les produits, ensemble. Par exemple, des packs. Voilà, alors moi je plein de choses qui sont à vendre en pack, en lot. Alors il y a peut-être, nuance, hein, sur le terme, mais bon apparemment, c'est comme ça. Moi c'est en tout cas ce qu'on m'a dit en formation à la création d'entreprise. Info numéro 6, pour les sites de e-commerce, on a une obligation de souscrire à un service de médiation. Alors, la médiation, c'est un service en fait extérieur qui sert en cas de litige.
Donc en cas de litige avec un client, d'abord le client, se tourne vers le service client. Donc bon, bah, dans le cas d'une auto-entreprise, de toute façon tout ça c'est la même personne, hein. Le webmaster, le service client et le service commande et tout ça, c'est la même personne. Mais bon voilà, dans un premier temps, on privilégie et c'est obligatoire d'ailleurs le service à l'amiable. Il y a un tout, je vous mettrai le lien, il y a tout un processus qui est obligatoire en fait, hein, en tant que client quand on veut faire une réclamation. On contacte le service client. Ensuite, si ça va pas, je sais plus dans quel ordre c'est, on peut, si on veut, c'est facultatif, on peut contacter une association de consommateurs et une des étapes obligatoires, c'est se tourner vers, la médiation. Donc c'est un service qui est payé par l'entreprise, qui est dormant en fait. Si on en a besoin, on paye de nouveau pour, bah, voilà, c'est une personne, comme un avocat, par exemple, qui est, neutre, qui est entre les 2 et qui aide à gérer, des conflits, des litiges, quoi. Voilà, c'est, certainement quelque chose qui n'est, jamais utilisé ou, très, très rarement. C'est un service qui peut coûter très cher. Et voilà, bon, il y a des grandes différences de prix d'un service à l'autre. Forcément, voilà, hein, moi je suis en train de créer mon site internet pour vendre, quelques créations, sur internet. Je vais pas avoir les mêmes besoins que par exemple, un géant du e-commerce, hein, mais voilà, j'ai quand même la même obligation et je pense qu'il y a pas beaucoup de e-commerçants qui le savent. Information numéro 7. Alors j'en ai parlé dans ma première vidéo sur, l'auto-créaprise, c'est-à-dire, l'auto-entreprise sur la création. Voilà, ouais, je parlais de la TVA et des plafonds qui font qu'on est ou non assujetti à la TVA. Bon, c'est un peu technique, je ne vais pas vous remettre le montant des plafonds. Je disais en gros que, si vous avez, des chiffres d'affaires suffisamment bas et encore les plafonds sont assez élevés, pour un auto-entrepreneur, on peut vivre largement et être sous les plafonds de la TVA. On a plutôt intérêt à ne pas être assujetti à la TVA. Ça fait juste, ben, des taxes en plus, hein, la TVA. Et donc quand on bascule au niveau du chiffre d'affaires, après c'est à vie. Si vous avez si vous voulez, si vous avez une super année, un super chiffre d'affaires et vous basculez et que l'année d'après, alors il y a nuance. Vous pouvez être, dans une fourchette pendant 2 ans, mais bon, en gros, si vous basculez complètement, vous ne pouvez pas rebasculer à être non assujetti à la TVA si toutes les années derrière vont être très, très faibles. Vous êtes assujetti à la TVA à vie. Numéro 8, une personne ne peut pas avoir plus d'une micro-entreprise. On ne peut pas avoir une micro-entreprise et une autre entreprise, à l'impôt sur le revenu. Si on a déjà une micro-entreprise et on a besoin d'une deuxième entreprise, il faut alors ouvrir une entreprise qui est, à l'impôt sur les sociétés. Voilà. Bon, c'est un truc que je savais pas tout simplement parce que j'ai pas eu besoin d'ouvrir plus d'une société, plus d'une entreprise pour l'instant, mais c'est vrai que je m'étais dit que c'était possible d'avoir 2 micro-entreprises si on avait 2 activités différentes. Mais non, en fait, on peut avoir 2 activités différentes dans la même micro-entreprise. Mais après, bien sûr, sous risque de, dépasser les plafonds, de revenus de chiffre d'affaires de la micro-entreprise. Numéro 9, les salariés, les stagiaires, les apprentis, c'est possible en micro-entreprise. En micro-entreprise, il y a une connotation de entrepreneur individuel, seul contre tous, solitaire, délaissé. On peut, en tant que micro-entrepreneur, avoir un salarié, enfin des salariés si on veut, avoir un ou des apprentis, stagiaires, etc. Après, par rapport aux charges, etc., il faut bien calculer, voir si c'est intéressant de rester en micro-entreprise et pas passer en autre type de société. Bon, ça, je l'explique un peu mieux dans ma précédente vidéo, je vous mettrai le lien. Et on peut avoir aussi un conjoint collaborateur. Alors, le conjoint collaborateur ne peut pas être payé. Pourquoi donner le statut de conjoint collaborateur au conjoint qui collabore, qui travaille avec l'entrepreneur, s'il ne peut pas être payé?
Alors à mon avis, c'est pour que cette personne puisse valider des trimestres de retraite, parce qu'il n'est pas payé, mais il valide des trimestres de retraite. Mais sinon, quel intérêt? Pour avoir une couverture sociale éventuellement, c'est-à-dire la sécurité sociale. C'est possible, mais il ne peut pas être payé. Ça m'a étonnée, ça. Alors, information numéro 10 concernant les comptes bancaires. Quand on est entrepreneur quand on est en micro-entreprise, on n'est pas obligé d'avoir un compte bancaire spécial. Ça, c'est ce qui me semblait à la base. Jusqu'au moment où le chiffre d'affaires dépasse 10 000 € pendant 2 années consécutives. C'est-à-dire que si vous avez une nouvelle, si vous avez une entreprise, une micro-entreprise, votre chiffre d'affaires dépasse 10 000 €, la deuxième année, vous devrez avoir déjà un compte bancaire spécial pro, un compte bancaire pro. De toute façon, il est vivement conseillé, pour des raisons pratiques et de suivi de la comptabilité, bien sûr. Ce qui est obligatoire aussi, mais bon, ça c'est un peu évident, c'est une assurance pro. Donc pour la responsabilité civile, et éventuellement, selon les cas, assurer son stock, son équipement, éventuellement son local, son véhicule pro, je ne sais quoi d'autre, ou caisse. Information numéro 11 concernant les charges fiscales. Ah, c'est de plus en plus fun ma vidéo, dis donc. Alors, je prends mes notes. Donc pour les charges fiscales, c'est-à-dire les taxes, on a le choix à l'URSSAF. On a le choix entre le versement libératoire et le régime de droit commun. Il faut choisir en fait. Et il n'y a rien qui est expliqué de plus. Donc le versement libératoire, pour moi, je l'avais interprété comme ça, sans avoir d'explication, que ça vous libère un peu, ça vous décharge, c'est un peu comme un acompte. Vous versez un acompte sur les impôts, et puis après, je sais pas, les impôts sur les revenus, il y a un truc qui s'équilibre, ça se fait de façon magique comme ça, et du coup, tout le monde paye ce qu'il doit payer. Mais non, pas du tout. Que vous choisissiez l'un ou l'autre, eh bien, vous ne paierez pas le même montant. Donc vous avez intérêt, en fait, à faire des simulations pour savoir lequel est le plus intéressant. Alors c'est possible, je crois, c'est sûrement pas super facile, mais c'est possible de passer de l'un à l'autre, on peut changer, c'est pas comme la TVA. Le versement libératoire, on paye en fait un pourcentage du chiffre d'affaires, c'est fixe. Le régime de droit commun, en fait, ça correspond ça marche comme l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire il y a un système de tranches, et voilà, donc selon le cas, selon le montant du chiffre d'affaires, selon la vie privée de la personne, c'est-à-dire moi je suis mariée avec des enfants, j'ai un chiffre d'affaires qui est faible, et j'ai tout intérêt à choisir le régime de droit commun. Voilà, dans mon cas c'est comme ça. Mais voilà, il faut faire des simulations, c'est un peu pénible de devoir faire ça, on n'a pas envie de faire ça, mais vraiment ça vaut le coup parce que sinon c'est bête quoi. On peut se retrouver à payer plus d'impôts que ce qu'on a besoin de payer. C'est quoi cette phrase? Enfin bref, je sais pas si vous me suivez toujours, mais voilà. Et pour finir, information numéro 12, c'est certainement celle qui me choque le plus. Enfin, choquée, c'est peut-être je suis pas genre, oh my god, c'est juste, je suis là, ah bon? Ça m'étonne, voilà, ça m'étonne, c'est un mot plus adapté. Donc en micro-entreprise, il est interdit d'avoir un seul client. Alors bon, ça dépend de l'activité évidemment. Moi, je vends des accessoires pour cheveux, j'ai intérêt d'avoir plus d'un client. Mais par exemple, un prestataire de service, je sais pas, s'il est en micro, ne peut pas avoir un seul client ou ni même un client qui lui rapporte plus de 60% de son chiffre d'affaires. C'est considéré en fait comme du travail dissimulé. C'est considéré comme un emploi dissimulé. Si on veut travailler comme ça, on a le droit par contre en entreprise individuelle, donc c'est un autre statut. Par contre, on m'a dit, en formation à la création d'entreprise, on m'a dit, bon, l'URSSAF risque pas trop quand même d'aimer. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Je sais pas, on travaille, on facture à un client qui est consentant, et on déclare nos revenus pour payer nos charges sociales et on paye nos impôts. Enfin,
On fait de mal à qui? Eh ben, c'est voilà, c'est une règle. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Bon, je suis pas concernée non plus, hein, comme je disais, mais je sais pas. Bon, voilà, ce sont les 12 informations qui m'ont, surprise, voire choquée quand j'ai créé mon entreprise. Je pense que la liste va continuer et c'est possible que je fasse un épisode 3. Alors, je vous invite vraiment en commentaire à me dire si, vous avez appris des choses, si vous avez, d'autres infos du style à nous partager. Voilà, je vous invite à beaucoup de bienveillance aussi, parce que voilà, je répète, je suis un peu, nouvelle, donc pardonnez ma naïveté. C'est voilà, je pense qu'on est tous dans le même bateau, enfin en tout cas quand on est auto-entrepreneur, on en sait plus ou moins et je pensais enfin je vais pas dire que je pensais tout savoir, mais je pensais être suffisamment informée parce que je vais pas vous refaire l'historique de ma vie, mais ça fait un moment que je me préoccupe de créer cette entreprise. Mon mari est entrepreneur lui aussi, du coup, enfin j'avais pas l'impression de débarquer comme ça, mais en fait, un peu si quand même. Donc voilà, je pense qu'il y a des personnes qui débarquent, aussi et j'ai envie de leur dire, bienvenue et bon courage, mais surtout ne vous découragez pas. Vraiment, ça vaut la peine de vivre, bah, de sa passion quoi, de vivre de sa passion et aussi, d'être son propre patron. Voilà, hein, je crois on est tous dans le même bateau. Bon courage, à très bientôt et je vous envoie, comme d'habitude, plein d'amour, plein de paillettes.